Ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau numéro du Dessous des cartes. Notre image du jour nous emmène dans les locaux de l'Organisation mondiale du commerce située à Genève en Suisse. Cette photo représente la dernière réunion des 189 membres de l'organisation. En effet, annoncée fin 2050, l'OMC, qui est, rappelons-le, une organisation internationale s'appuyant sur la coopération des différents États membres afin de promouvoir le libre-échange, a décidé de fermer ses portes. La sortie des États-Unis en 2050, celle de l'Arabie Saoudite l'année suivante, puis celle de l'Inde et de la Chine en 2040 et dernièrement celle de la Russie en 2046 ont fortement contribué à affaiblir l'organisation qui était, rappelons-le, déjà grippée depuis les années 2000. L'échec de l'OMC met en lumière l'échec du multilatéralisme qui jusqu'à là prévalait, ainsi que celui du libre-échange, véritable clé de voûte de la mondialisation. Les pays préfèrent dorénavant le nationalisme économique et adoptent de plus en plus de mesures protectionnistes. Alors, derrière cet exemple, c'est peut-être là la crise même de la mondialisation. Les questions de développement économique, celles concernant l'environnement et les problèmes sociaux multiples que les pays, qu'ils soient développés ou non, connaissent, sont les fruits amers de la mondialisation. Ils ont provoqué de véritables fractures tant qu'économiques que sociales, tant sociales qu'écologiques, dans les pays du système économique capitaliste, tout comme dans les pays de la périphérie. De plus, d'autres maux se mêlent à cette crise, accentuant d'autant plus l'échec de la mondialisation. La multiplication des frontières, l'édification de murs, les différentes pandémies comme celle du Covid-19 en 2020 ou crise environnementale qui s'accompagne d'impressionnantes vagues de migration internationale, la cybercriminalité ou encore les menaces terroristes s'ajoutent à cette tornade de problèmes qui mettent à mal la mondialisation et qui appellent nécessairement à des recompositions géopolitiques. Ainsi, depuis longtemps, le phénomène de démondialisation s'est insinué dans la vie collective et résonne aujourd'hui grandement. Ce processus est d'ores et déjà notable à travers une réelle déglobalisation financière et marchande et tend à lutter contre le dumping social et environnemental. Alors, on l'aura compris, l'interdépendance entre les pays s'est affaiblie, les murs s'édifient et les politiques protectionnistes se répandent. Alors maintenant, sortons les cartes afin de dresser le tableau géopolitique de 2050. C'est la fin du processus de révolution du monde entamé il y a 30 ans avec la pandémie de coronavirus si meurtrière qui a remis en question l'ordre mondial et l'organisation du monde. Nous vivons le début d'une nouvelle ère où tout est différent, à commencer par la définition même de la puissance. Ce n'est plus la même définition qu'il y a 30 ans. Les notions de hard et de soft power de Joseph Nye sont devenues obsolètes dans la mesure où le soft power n'a plus d'utilité véritable. Il n'y a plus d'organisations internationales dans lesquelles influencer, plus de partage des cultures si ce n'est à l'échelle intra-étatique en raison des barrières érigées entre les États et des mesures protectionnistes engagées. Les capacités militaires et économiques restent indispensables dans ce monde démondialisé et en proie à de nombreuses crises, mais le critère différenciant de notre ère est bien évidemment la maîtrise des technologies de pointe, et plus particulièrement l'intelligence artificielle, mais aussi le cyberespace. Aujourd'hui, une puissance doit être dotée d'une excellente cybersécurité. L'ordre mondial est aujourd'hui réellement multipolaire dans la mesure où il n'existe plus de première puissance mondiale à proprement parler, ni de coopération entre les pays. Alors maintenant, faisons un tour des puissances. Les États-Unis ne sont plus la première puissance mondiale, mais sont plus fermés que jamais et devenus une puissance autarcique. Ce qui n'a pas posé une grande difficulté, car c'était déjà une puissance agricole au début du siècle, elle était même surnommée le grenier du monde. Regardons maintenant du côté de l'Union européenne. L'euroscepticisme, déjà prégnant en 2020, n'a cessé de s'accroître depuis la pandémie de Covid-19 qui a mis à mal la gouvernance et la coopération européenne. Sur l'exemple du Royaume-Uni, qui s'en sort bien sans l'Union européenne avec l'appui des États-Unis et des nouvelles puissances du Commonwealth, des pays ont eux aussi quitté l'Union européenne. C'est le cas de la Pologne, de la Hongrie, de l'Italie et de la République tchèque. Seuls demeurent les réels convaincus de la mission européenne et les pays qui craignent la puissance russe. La Russie d'ailleurs, qui a toujours été réticente face à la globalisation, est moins impactée car déjà assez fermée. C'est une puissance importante car elle maîtrise les outils technologiques et le cyberespace depuis déjà de nombreuses années. Nous l'avons constaté avec les élections américaines et françaises de 2016 et 2017. Le pays dispose toujours de ressources pétrolières et gazières, d'autant plus avec l'ouverture de la nouvelle route de l'Arctique et l'accès à de nouvelles zones de forage et d'exploitation maritime.
Passons maintenant à la Chine. On l'a vu avec la fermeture de la ligne Lanzhou-Astana, dernière ligne ferroviaire encore en fonctionnement. Le projet BRI a échoué en raison des mesures protectionnistes adoptées. La Chine a alors perdu un levier de pouvoir et un moyen d'expansion. D'ailleurs, la cérémonie des 100 ans de la République populaire de Chine en 2049 n'a pas été à la hauteur des espérances du parti, qui souhaitait fêter en grande pompe l'accession de la Chine au rang de première puissance économique mondiale. En effet, le pays, puissance montante et sur le devant de la scène internationale dans les années 2020, est aujourd'hui un État qui peine à se remettre de la démondialisation. Toutefois, elle conserve des atouts décisifs comme son armée et ses porte-avions, son importance toujours majeure dans les industries manufacturières, surtout pour les pays du Nord, ou encore ses ressources naturelles et notamment minières, nous en reparlerons tout à l'heure. Au contraire, un pays a su tirer son épingle du jeu et s'imposer davantage, c'est l'Inde. Son poids démographique considérable en fait une puissance incontournable. En effet, l'Inde compte aujourd'hui 1,7 milliard d'habitants, ce qui en fait l'État le plus peuplé de la planète, comme nous le voyons sur cette carte. Le pays a largement su tirer profit de son parc technologique florissant à Bangalore pour s'imposer comme une puissance et asseoir son influence. Elle a récemment relancé des satellites en orbite et prépare une seconde expédition sur Mars. Le continent africain, bien que comptant des pays en passe de devenir très influents grâce à leurs ressources, est toujours en difficulté. Autrefois la grande oubliée de la mondialisation, l'Afrique est aujourd'hui plus isolée que jamais. De nombreux pays ont sombré dans le chaos, et c'est encore plus flagrant en Afrique subsaharienne, où il n'existe plus aucun régime démocratique, mais seulement des régimes dictatoriaux et des armées insurgées. Les pays anciennement appelés NPIA, la Corée du Sud, Taïwan, Singapour et Hong Kong, sont eux en position de force aujourd'hui, grâce à leur avance technologique. Toutefois, des petits États comme Singapour ne disposent d'aucune ressource naturelle, ce qui a poussé le pays à signer de nouveaux accords avec la péninsule malaise et à créer une taxe sur les bateaux transportant des marchandises alimentaires faisant escale au port de Singapour. Revenons maintenant aux anciennes puissances. Elles subissent un vieillissement de la population, c'est le cas au Japon et en Allemagne où plus de 20% de la population a plus de 65 ans, ce qui entraîne un manque de dynamisme certain en plus de crise sociale et donc moins de productivité. Le phénomène de délocalisation extrême des industries manufacturières de ces pays a induit la remise en question de la mondialisation il y a déjà 30 ans. Leur volonté de recourir aux relocalisations de masse a presque abouti, mais elles sont toujours à 30% dépendantes de l'industrie asiatique et surtout chinoise. Les pays autrefois appelés émergents disposent aujourd'hui d'un poids démographique immense et sont donc plus dynamiques en matière de production et d'emploi. Ils disposent de plus de main-d'œuvre et atteindront donc plus rapidement l'autosuffisance. Enfin, comme dit au début de cette émission, les organisations internationales sont de plus en plus rares, de moins en moins efficaces et ont de moins en moins de prérogatives. Les assemblées telles que le G7 ou le G20 se réunissent davantage, mais aucune résolution ne peut être votée, car les États ne parviennent pas à se mettre d'accord. On peut même penser que ce seront les prochaines assemblées à disparaître. En revanche, le Forum des BRICS est toujours d'actualité, sans la Chine toutefois, qui a été exclue par ses partenaires. Le début du XXIe siècle a été marqué par une crise économique conséquente et des troubles liés à une économie basée sur l'utilisation du pétrole. Et ce sont ces troubles qui ont poussé les États à se tourner vers des mesures protectionnistes. Le but étant de développer un marché intérieur leur permettant d'obtenir une certaine autonomie, à la fois énergétique et alimentaire. C'est un enjeu colossal pour la survie des territoires à long terme. Cette logique, adoptée par de plus en plus de dirigeants politiques, apparaît comme un retournement face au processus de mondialisation qui prévalait sur le monde depuis le XXe siècle. Le mandat du président Trump de 2017 à 2021, tourné vers le protectionnisme, est un point de départ dans ce processus de démondialisation qui s'est accentué par les mandats des présidents suivants et trouve son apogée avec le président actuel des États-Unis. En effet, celui-ci a décidé de mettre fin aux accords commerciaux avec la majorité des derniers pays avec qui les États-Unis en entretenaient encore. À l'image des États-Unis, de plus en plus de pays renforcent les contraintes et les régulations économiques et commerciales, telles que l'Inde, la Russie, l'Allemagne ou le Brésil. D'autres même se dirigent vers l'autarcie par des fermetures complètes des territoires, poussées parfois par une vision impérialiste de la mondialisation. Mais pendant que plusieurs chercheurs s'interrogent sur la pérennité de ce modèle, le commerce mondial est de plus en plus mis à mal, la part des exportations dans le PIB mondial est en chute depuis 2035. Durant ces dernières années, nous avons assisté à la disparition de nombreuses zones d'intégration régionale,
comme l'ALENA en 2030 après le départ précipité des États-Unis en 2028 suite à un refus de négociation de la part de ses partenaires, le Canada et le Mexique. Néanmoins, malgré cela, certains États optent pour une conservation de certains accords commerciaux bilatéraux avec un nombre limité de partenaires en fonction de ressources complémentaires. En même temps, ces fermetures réglementaires ont renforcé le pouvoir de l'État, qui est à l'initiative de décisions de plus en plus autoritaires, comme des fermetures concrètes. Le phénomène de take-o politique s'est très fortement intensifié. Il s'agit de politiques de contrainte de la mobilité fondées sur la construction de murs. En effet, les murs se sont multipliés sur les frontières à travers le globe. On comptait en 2016 40 000 km de murs construits sur 250 000 km de frontières, c'est-à-dire environ 16% de frontières murées. Aujourd'hui, leur nombre a été multiplié par 2. 80 000 km de murs ont été construits, dont certains toujours en construction, soit 32% de frontières murées. Ces chiffres sont significatifs et font sens dans un contexte de démondialisation. Les constructions de murs font suite à un repli nationaliste présent sur tous les continents, donnant lieu à des politiques anti-migratoires, accompagnées parfois de discours xénophobes. Ce repli nationaliste a également engendré l'apparition de nouvelles frontières, délimitant de nouveaux États. C'est le cas de la Catalogne, qui est devenue totalement indépendante en 2028 après plusieurs tentatives d'émancipation de l'Espagne. En Chine, de nouvelles frontières ont été tracées. Les provinces du Tibet et du Xinjiang à l'est de la Chine, anciennement région autonome de la République populaire de Chine, sont désormais 2 États à part entière depuis 2041, ce que redoutait la Chine depuis le début du siècle. Enfin, on aperçoit aussi des replis nationalistes en France. Inspiré par ces événements, le nationalisme corse prend de plus en plus d'ampleur, ce qui semble inquiéter le gouvernement français. Les migrations internationales sont désormais très limitées, voire impossibles, et le tourisme mondial est en voie de disparition. Le nombre de touristes a chuté de 60% en 20 ans. Ces réductions sont liées aux mesures de fermeture des États, mais également aux limitations des ressources pétrolières qui réduisent les déplacements en augmentant leurs coûts. Les télécommunications sont les derniers flux persistants, mais elles semblent tout de même menacées. Nous l'avons donc compris, la géopolitique, les rapports de puissance du monde et les politiques adoptées ont largement changé en un demi-siècle. Si la démondialisation est dorénavant omniprésente, il n'en reste pas moins que des enjeux et conflits majeurs persistent et appellent à de réelles mesures. La multiplication des frontières et des murs dont nous avons parlé précédemment est la résultante directe de l'augmentation exponentielle des migrations internationales, elles-mêmes engendrées par l'accroissement des conflits et les conséquences du réchauffement climatique. Alors, un état des lieux des menaces internes et externes de notre monde s'impose. Les menaces de notre époque sont multiples et bouleversent l'équilibre géopolitique et surtout migratoire qui existait jusqu'alors. D'un point de vue géopolitique, tout d'abord, le principal danger est la cyberconflictualité, entraînant forcément un nombre croissant de cyberattaques, essentiellement interétatiques. Malgré la démondialisation progressive et l'autarcie adoptée par beaucoup des pays responsables des cyberattaques, rien ne les empêche aujourd'hui d'agir virtuellement à l'autre bout du monde. Mais si les fermetures de frontières ne protègent pas des flux virtuels, elles peuvent néanmoins servir de rempart aux flux migratoires. En effet, de ce point de vue, entre le début du XXIe siècle et 2050, une explosion du nombre de migrants et plus particulièrement du nombre de réfugiés a été observée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. La grande majorité des 40 millions de réfugiés actuels ont été contraints de fuir leur pays d'origine à cause d'une escalade des menaces terroristes, des tensions et des conflits aux origines diverses. Les zones les plus touchées par ces fléaux sont l'Afrique subsaharienne, mais aussi le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est, ainsi qu'une grande partie de l'Amérique latine. Concernant pour commencer les menaces terroristes, des groupes et organisations bien implantés, tels que l'État islamique ou Al-Qaïda, ont repris du pouvoir après avoir été affaiblis dans les années 2010 et 2020 et sèment aujourd'hui la terreur sur le continent africain ainsi qu'au Moyen-Orient. De plus, de nouveaux groupes extrémistes ont récemment vu le jour partout sur la planète. Mais ce n'est pas tout. Les tensions de notre monde actuel sont aussi dues à des conflits dont les 2 principaux motifs sont les changements climatiques et les ressources, l'eau en particulier, mais nous reviendrons dessus un peu plus tard. Attardons-nous ici sur les migrations liées au dérèglement climatique.
En 2040, le statut de migrant environnemental a été reconnu par l'Office des migrations internationales après une longue période de discussion et suite à un impressionnant typhon et à l'accélération de la montée des eaux dans les îles Kiribati, contraignant de nombreux habitants à se déplacer pour aller vivre aux Fidji après l'achat d'un territoire de 20 km², en Australie ou aux États-Unis. L'augmentation du nombre de catastrophes naturelles ne semble épargner aucun pays du globe. Quant à la montée du niveau de la mer, elle touche essentiellement les archipels du Pacifique et de l'océan Indien, mais aussi les Pays-Bas, le Bangladesh, les villes côtières chinoises et même New York, victime aujourd'hui d'inondations à répétition. Ainsi, au cours des dernières décennies, on a pu assister à une augmentation exponentielle du nombre de réfugiés climatiques. Avec l'absence de prise de mesures strictes et collectives de la part des États concernant la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, le réchauffement climatique s'est alors intensifié et les océans, garants de la vie sur Terre, sont aujourd'hui source majeure d'inquiétude à l'échelle mondiale. Tout d'abord, l'augmentation de près de 52% des émissions de gaz à effet de serre ainsi que la croissance démographique mondiale ont eu des répercussions importantes sur le territoire. Tout d'abord, depuis 2030, les températures globales mondiales ont augmenté de 3 degrés, ayant ainsi des conséquences dévastatrices sur l'écosystème mondial. Des écosystèmes tels que la Grande Barrière de Corail ou encore la forêt amazonienne se sont complètement effondrés, ce qui a eu un impact majeur sur l'équilibre terrestre. Aujourd'hui, nous subissons les effets de cette augmentation sur les différents climats à l'échelle mondiale. Une fois de plus, la situation est alarmante. Les villes de l'hémisphère nord ressemble aujourd'hui, en ce qui concerne le climat, à celles qui se trouvent 1000 km au sud. Celles qui se trouvent à l'équateur, en revanche, ne subissent pas de réchauffement majeur, mais elles connaissent toutefois plus de sécheresse et de pluie. Par exemple, le climat actuel de Londres ressemble à celui de Madrid il y a près de 25 ans. Stockholm est aujourd'hui Budapest et Paris comme Canberra. Prenons par exemple le cas de la France. L'augmentation de la température globale a eu un impact considérable sur la météo. En effet, comme le montrent les prévisions pour le prochain mois d'août, la France atteindra des records et connaîtra les plus hautes températures jamais enregistrées à ce jour, avec des températures qui dépassent les 40 degrés dans la moitié sud du pays. De plus, suite au réchauffement climatique, la fonte des glaces et notamment le dégel du permafrost de l'hémisphère nord, seul autrefois perpétuellement gelé des zones arctiques, a entraîné la libération d'une bombe carbone qui accélère le réchauffement des océans, menant ainsi une diminution importante des réserves de poissons, ressources dont dépendent de nombreuses populations, notamment en Asie, dans des pays tels que le Vietnam, l'Indonésie ou encore les Philippines, ce qui renforce davantage les conflits liés à la gestion des ressources. Il est également important de noter que le réchauffement climatique expose aujourd'hui plus de la moitié de la population mondiale à des chaleurs létales au moins 20 jours par an. Et cette météo mortelle persiste plus de 100 jours par an en Afrique de l'Ouest, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est. Avec près de 9,5 milliards d'habitants et des conditions de température extrêmes, la gestion des ressources et notamment de l'eau constitue aujourd'hui un point de tension majeur à l'échelle mondiale. Effectivement, la demande en eau a augmenté de presque 55% depuis 2025. L'envolée de la consommation des habitants ainsi que celle des besoins de l'industrie en sont les principaux facteurs. Aujourd'hui, près de 2 milliards de personnes sont infectées par le manque d'eau et la famine s'est répandue dans le monde entier. Voici une carte de l'insécurité alimentaire aujourd'hui. Comme nous pouvons le voir, les pays d'Afrique subsaharienne, notamment des pays comme le Niger, le Tchad ou encore la Somalie, se trouvent être les pays avec le plus fort taux d'insécurité au monde. Toutefois, l'insécurité alimentaire ne se limite pas à l'Afrique et touche aussi de nombreux pays d'Asie, tels que les Philippines, le Laos ou encore l'Inde. Quant aux ressources en eau, ce sont les populations de régions telles que le Moyen-Orient, exposées depuis longtemps à la gestion du stress hydrique, qui sont aujourd'hui confrontées à une pénurie de masse concernant les ressources en eau. Toutefois, avec l'augmentation de la population et de la consommation en eau par habitant, des pays autrefois épargnés par la question du stress hydrique y sont aujourd'hui confrontés. C'est notamment le cas de l'Asie ou encore des pays comme l'Australie ou les États-Unis, où les réserves d'eau se font de plus en plus rares. Le changement climatique et l'importante croissance démographique que connaît le monde ont ainsi augmenté les tensions liées à l'alimentation. En effet, aujourd'hui, c'est près de 9,5 milliards de personnes qu'il faut nourrir. Or, le réchauffement climatique, la montée des eaux ou encore les tensions liées aux ressources en eau ne permettent pas de nourrir convenablement ces 9,5 milliards de personnes. Il est ainsi primordial de mettre en place des plans d'ajustement à l'échelle mondiale. L'enjeu aujourd'hui est alors de rendre l'agriculture moins gourmande afin qu'elle puisse nourrir de plus en plus d'humains, sans contaminer pour autant les ressources ni polluer davantage l'environnement. Avoir recours aux eaux usées, une fois traitées, pourrait aujourd'hui contribuer à relever ce défi. Nous l'avons donc compris, le tableau géopolitique de cette année 2050 semble être complexe et rempli d'enjeux majeurs. Mais alors, comment répondre à ces enjeux alarmistes et surtout, comment penser un ordre mondial viable dans un monde de près de 9,8 milliards d'habitants ? Ces questions sont au cœur du projet porté par les humanoïdes, ces humains augmentés aux capacités illimitées.
Les habitants de Singapour ont fait le choix de remplacer complètement leur classe dirigeante par ces humanoïdes lors des précédentes élections de novembre 2049. Le but étant de créer la classe dirigeante la plus efficace et la plus intelligente possible afin de pouvoir anticiper les prochaines crises, qu'elles soient environnementales, sanitaires ou économiques, pour agir et non plus pour subir comme cela a été le cas face aux précédentes crises qu'a pu subir l'humanité. Et pour aller plus loin, l'ouvrage avant-gardiste de Jacques Sapir intitulé La démondialisation, paru en 2011.